Bonsoir, bienvenue pour cette conférence un peu particulière, puisque c'est pas une conférence monographique comme on a, disons, un peu l'habitude de voir à l'école. Luca Ortelli est architecte, et il est enseignant dans cette école prestigieuse et célèbre de Lausanne, hein, le PFL. Il enseigne le projet. Il a été responsable notamment des premières années de licence, à la suite, dans une suite assez prestigieuse, en particulier de Pierre von Meis, un nom d'un architecte, pédagogue, auteur de théories sur l'architecture et sur l'enseignement. Et sa présence à Luca est un peu liée à l'exposition, qui est encore visible peut-être encore demain, mais pas tellement plus, de l'enseignement qu'on a fait avec quelques collègues, dont Guy Tarieux, qui est dans la salle, l'enseignement de premier semestre de première année, qui est, et beaucoup d'étudiants de première année sont là, qui est un enseignement particulier, puisque c'est le premier qu'ils ont en démarrant leur cursus d'étudiant. Luca Ortelli donc, va nous parler de l'enseignement, de l'apprentissage du projet. Le projet qui est ce mot un peu particulier pour les architectes et aussi au-delà de notre sphère, puisque nous, quand on parle de projet, on parle d'un processus, on parle de quelque chose qui se met en place, qui se termine même pas forcément quand le bâtiment projeté est terminé. Donc ce mot un peu mystérieux, comme c'est écrit dans ce titre, fascinant et mystérieux. Donc je vais passer la parole évidemment à Luca Ortelli, et puis après son intervention, on pourra évidemment débattre ou poser des questions à notre intervenant. Bonsoir et merci pour votre présence héroïque. J'imagine que ce n'est pas facile d'assister à une conférence qui ne parle pas d'un travail monographique à 19h du soir. J'imagine que vous êtes étudiant de première année. Non? Troisième, première, troisième, deuxième. Très bien. Merci à l'école d'architecture de Strasbourg pour cette invitation et surtout merci à Nicolas qui m'a contacté pour avoir un point de vue sur l'enseignement de l'équipe qui est en charge de la première année. Le titre que vous voyez là, c'est un fragment d'une conversation téléphonique qu'on a eue. Donc on a dit, mais oui, pour finir, le projet c'est quoi? Le projet c'est un chemin fascinant et mystérieux. Fascinant, pas besoin d'expliquer parce que vous le savez très bien. Vous êtes fasciné par le projet d'architecture. Et mystérieux parce que, pour finir, je me suis rendu compte, en préparant cette conférence, qu'il y a plein d'architectes qui ont essayé de donner des définitions de l'architecture. Qu'est-ce que c'est l'architecture? Il y en a plein. Il n'y en a pas tellement qui ont essayé de nous dire comment il faudrait former les architectes. Et il y en a encore moins qui ont été capables de dire mais qu'est-ce que c'est le projet? Entre parenthèses, vous savez peut-être, c'est quelque chose qui se vérifie dans mon école, par exemple. C'est une école dans laquelle il y a plusieurs disciplines et plusieurs facultés. Les gens qui s'intéressent particulièrement au projet d'architecture en tant que processus, c'est les neurologues. Ils se posent des questions, mais comment est-il possible de formaliser une chose qui est censée devenir un bâtiment, sachant que les contraintes et les données de base sont vraiment très très nombreuses, vous le savez mieux que moi. Et le long de la conférence, on aura peut-être aussi l'occasion de se concentrer sur les contraintes, sur les innombrables éléments avec lesquels on est toujours en discussion quand on fait un projet. Moi, j'ai l'intention de vous présenter quelques réflexions. Tout d'abord, définition de l'architecture et parfois aussi des conseils pour la formation des architectes, comme je viens de le dire.
quelques écoles d'architecture célèbres que nous regardons toujours comme des exemples, analogie entre architecture et musique, et après les contraintes du projet, et pour finir, l'acte de voir. Je commence par ce petit texte que j'ai trouvé sur le site web de votre école, annonçant ma conférence. Moi, je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais pour finir, tout est là. L'enseignement de projet est une spécificité de la discipline architecture qui ne connaît aucun équivalent dans d'autres domaines d'enseignement. Ça, c'est vrai. Il est fondamental le projet il est fondamental et concentre toute la complexité du métier d'architecte. Enseigner le projet, c'est apprendre à en décomposer les étapes fondatrices, des plus concrètes aux plus abstraites, et c'est arriver à les transmettre. Pour les architectes enseignants, c'est l'obligation parfois déstabilisante de réinterroger leur propre pratique du projet. C'est pour ça que le sous-titre est « Enseigner et apprendre le projet », parce qu'il est vrai que tout enseignant architecte apprend toujours quelque chose, même quand il est confronté aux projets élémentaires, aux exercices que vous faites au début de vos études. Pour l'élève architecte, c'est la nécessité de comprendre, puis de s'approprier une démarche qui lie sensible et rationnelle, qui s'adosse mutuellement dans une démarche à la fois itérative, interrogative et réflexive. Je pourrais m'arrêter là parce que tout est dit dans ce commentaire. Alors, je vous ai dit, à la recherche des définitions de l'architecture, il y a des auteurs qui sont incontournables. Donc, permettez-moi, même si ça a l'air d'être rébarbatif, de commencer avec les premiers mots du traité d'architecture de Vitruve. J'attire votre attention sur une chose tout à fait particulière, c'est-à-dire, selon Vitruve, l'architecte doit posséder une série de qualités spécifiques. Il doit avoir de la facilité pour la rédaction, il doit être habile dans le dessin, il doit connaître la géométrie, l'optique, l'arithmétique, il doit être versé dans l'histoire, étudier la philosophie, la musique, la médecine, la jurisprudence et la science astronomique. Nous pouvons dire que malgré les nombreux siècles qui nous séparent de Vitruve, cette complexité et la quantité des connaissances qui caractérisent notre métier restent telles quelles. Peut-être aujourd'hui c'est encore plus complexe. J'ai décidé de rester dans une culture française ou francophone et donc je me permets maintenant de faire un saut important dans le temps et je vous montre ici un architecte français, théoricien, auteur d'un traité sur l'architecture, Philibert Delorme, qui illustre son traité avec ces deux images. À gauche, le mauvais architecte et à droite, le bon architecte. Il serait très bon que l'architecte ait été nourri de jeunesse en son art et qu'il ait étudié aux sciences qui sont requises à l'architecture, comme entendre l'arithmétique, je veux dire en sa pratique et théorique, la géométrie aussi en théorique, mais plus en pratique pour les traits qui sont les vrais usages du sel, etc. Revenons au portrait. Le mauvais architecte se promène dans un territoire qui est peuplé par des cadavres, des carcasses, il est aveugle, il n'a pas les mains. Le bon architecte, lui, par contre, il est dans un jardin plein de fleurs, une belle végétation, et il y a une particularité parce que si on s'approche de sa figure, on découvrira qu'il a 3 yeux. Il y en a un troisième ici, monstruosité allégorique très importante. La figure décrite ci-après, laquelle vous met devant les yeux un homme sage, étant en un jardin devant le temple d'oraison, ayant 3 yeux. L'un pour admirer et adorer la sainte divinité de Dieu, et contempler ses œuvres tant admirables, et aussi pour remarquer le temps passé. L'autre pour observer et mesurer le temps présent, et donner ordre à bien conduire et diriger ceux qui se présentent.
Le troisième, pour prévoir le futur et le temps à venir, afin de se prémunir et armer contre autant d'assauts, injures, calamités et grandes misères de ce misérable monde. J'attire votre attention sur le fait que le regard, les yeux, la contemplation reviennent constamment dans ce petit texte. Et encore, les trois yeux nous illustrent la temporalité du projet. Un des yeux sert pour regarder le passé, l'autre le présent et le troisième le futur. Et le projet, c'est justement quelque chose qui se situe dans cette temporalité entre le futur, le bâtiment qui sera éventuellement un jour bâti, le passé, tout ce qu'on apprend, on peut apprendre en regardant l'architecture et son histoire, et le présent, justement, est l'acte du projet. Je lui figure aussi 4 oreilles, montrant qu'il faut beaucoup plus ouïr que parler. Donc l'architecte doit être prompt à ouïr les doctes et les sages, et diligent à voir beaucoup de choses, soit en voyageant ou en lisant. Je lui figure d'abondance 4 mains, pour montrer qu'il a à faire et manier beaucoup de choses en son temps, s'il veut parvenir aux sciences qui lui sont requises. Voir beaucoup de choses, soit en voyageant, soit en lisant. On reste toujours dans la culture française, et là je vous montre un extrait du dictionnaire raisonné de l'architecture de Viollet-le-Duc, dans lequel notre auteur dit que l'architecture se compose de 2 éléments, la théorie et la pratique. Et le projet est exactement une action qui se situe à mi-chemin entre la théorie et la pratique. Sans pratique, sans théorie, on ne peut pas pratiquer, et la pratique serait dépourvue de sens sans une théorie. Dans les entretiens sur l'architecture, il y a des notes concernant l'architecture, mais aussi la formation des architectes. Si l'architecte compose avant toute chose, il doit avoir réuni ces éléments divers qui influeront sur son œuvre. Il semblerait donc que pour habituer les architectes à composer, il serait nécessaire de leur faire connaître, en même temps qu'on leur donne un programme, les obligations de toute nature auxquelles ils devraient se soumettre lors de l'exécution. Ce n'est pas ainsi que l'on procède chez nous, du moins, lorsqu'il s'agit de former des architectes. Cependant, il faudrait être conséquent. D'un côté, on prétend que les architectes entraînent les particuliers ou les administrations qui leur confient des travaux dans des dépenses exagérées, qu'ils ne se prêtent pas volontiers aux exigences matérielles des programmes ou de l'exécution, qu'ils songent plutôt à élever des bâtiments qui leur fassent honneur, qu'à remplir toutes les conditions imposées par les besoins et les habitudes du moment. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi régulièrement dans le débat sur l'architecture aujourd'hui. L'homme de la rue, si on peut utiliser cette expression, pense souvent que les architectes ne sont pas vraiment capables de prendre en compte les exigences des utilisateurs, des habitants, des édifices qu'ils érigent. Si un architecte, en combinant un plan, ne voit pas l'édifice entier, s'il ne se dresse pas complet dans son cerveau, s'il compte sur les nombreux matériaux qu'il possède pour appliquer successivement à chaque partie une forme convenable, l'œuvre restera indécise. Manquera d'unité, de franchise, de caractère. Cette œuvre sera décidément mauvaise. Si, avant de chercher les dispositions du plan, il a prétendu adopter telle façade, telle ordonnance, qu'il l'a séduit, ou qu'il l'ait imposé par une volonté étrangère aux choses de l'art. Ça, c'est très important. Ce que vous apprenez en faisant les exercices élémentaires que vos professeurs vous donnent en première année, c'est justement apprendre à concevoir une complexité en agissant sur un élément que Viollet-le-Duc considère fondamental, le plan. Si un architecte n'est pas capable d'entrevoir tout le bâtiment en dressant son plan, le résultat sera modeste. Encore une définition.
William Morris, l'architecture comprend la totalité de l'environnement physique autour de l'homme. Ça, c'est une déviation par rapport à mon propos de rester dans un contexte culturel français, mais on retrouvera quelque chose de similaire dans un petit livre de Auguste Perret, intitulé Contribution à une théorie de l'architecture, publié en 1952, un livre magnifique et parfois cryptique, c'est des aphorismes. Mais là, on retrouve, par exemple, à la première page, quelque chose qui est encore aujourd'hui très important. Mobile ou immobile, tout ce qui occupe l'espace appartient au domaine de l'architecture. C'est à peu près la même affirmation de William Morris. L'architecture est l'art d'organiser l'espace. C'est par la construction qu'il s'exprime. L'architecture s'empare de l'espace, le limite, le clôt, l'enferme. Elle a ce privilège de créer des lieux magiques, tout entiers, œuvre de l'esprit. L'architecture est, de toutes les expressions de l'art, celle qui est le plus soumise aux conditions matérielles. Permanentes sont les conditions qu'impose la nature, passagères, celles qu'impose l'homme. Le climat, ses intempéries, les matériaux, leurs propriétés, la stabilité, ses lois, l'optique, ses déformations, l'essence éternelle universelle des lignes et des formes imposent des conditions qui sont permanentes. La fonction, les usages, les règlements, la mode imposent des conditions qui sont passagères. On retrouve à peu près les mêmes propos dans les entretiens de Viollet-le-Duc. Et ça, c'est également très important. C'est également très important parce que aujourd'hui, on assiste dans les écoles d'architecture, et non seulement dans les écoles, même dans la pratique professionnelle, à des dispositifs de production architecturale qui semblent s'éloigner de plus en plus de ces lois que je considère fondamentales, la relation entre ce qui est permanent et ce qui est passager. Il y a des lois qui appartiennent à notre métier qu'il faudrait toujours observer et respecter. C'est par la construction que l'architecte satisfait aux conditions, tant permanentes que passagères. L'édifice, c'est la charpente munie des éléments et des formes imposés par les conditions permanentes qui, le soumettant à la nature, le rattache au passé et lui confère la durée. La durée, c'est bien évidemment ici quelque chose qui ne correspond pas à la durabilité dont on parle souvent aujourd'hui. Technique, permanent hommage rendu à la nature, essentiel aliment de l'imagination, authentique source d'inspiration, prière de toute la plus efficace, langue maternelle de tout créateur. Technique, parler en poète, nous conduit en architecture. Et ça, c'est la conclusion de ce texte assez précieux de Perret, qui garde toute son actualité. Maintenant, je vous ai dit, je vous présente juste quelques images relatives à des écoles célèbres. Tous les auteurs qu'on a rapidement cités jusqu'à maintenant sont d'accord sur le fait que l'architecture appartient au même temps à l'art et à la science. Je vous montre ici la fameuse cour vitrée de l'École des Beaux-Arts de Paris, parce que, au moment de la fondation de l'École des Beaux-Arts, une rupture s'affirme dans la discipline architecturale, parce que vous savez qu'à partir du moment où l'École des Beaux-Arts existe, il y aura une séparation entre les sciences de l'ingénieur et la discipline architecturale de l'autre côté. Si vous connaissez ce bâtiment, il y a une belle salle, dite l'hémicycle, dans lequel un peintre qui à l'époque était assez connu
à dresser le portrait des plus grands artistes et intellectuels. La signification est claire. Pour avancer dans la formation des futurs architectes, on doit reposer sur l'expérience du passé. On doit s'adresser aux grandes figures de l'art et de l'architecture. Si vous regardez ce fresque, vous pouvez facilement penser à un autre fresque célèbre, l'école d'Athènes de Raphaël, qui, d'une façon identique, dresse le portrait de plus grands intellectuels de l'histoire et de la culture d'Occident. Donc voilà, la fondation et la naissance de l'école de Beaux-Arts marquent une rupture qui est encore aujourd'hui problématique entre les sciences de l'ingénieur et notre discipline. Aujourd'hui, vous le savez, on parle souvent de transdisciplinarité, interdisciplinarité, et on invite nos étudiants à apprendre la manière de dialoguer avec des porteurs de connaissances autres que les nôtres. Il s'agit donc de former les futurs architectes. On utilise ce mot qui fait référence à une action qui consiste à donner une forme à quelque chose qui, vraisemblablement, ne la possède pas. Donc, former, c'est une action très directe que nous, en tant qu'enseignants, exerçons sur vous. Il y a quand même un autre vocable qui parle de la thématique qui nous préoccupe, et c'est l'éducation. C'est l'action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne. Et là, si on va un petit peu en profondeur, on retrouve l'étymologie du mot. Éducation vient du latin educatio, du verbe ducere, conduire vers quelque chose. Et là, je me permets aussi de vous rappeler un principe qui était fondamental dans la philosophie classique, la maïeutique, c'est-à-dire la capacité de faire ressortir des jeunes ce qu'il y a déjà à l'intérieur de leur vécu, de leur expérience. Moi, je dirais que cette question est fondamentale par rapport à différentes méthodes d'enseignement qu'on pratique dans les écoles d'architecture de partout dans le monde. D'un côté, on forme, c'est-à-dire on imagine qu'il y ait une discipline avec ses règles qui a des millénaires d'expérience derrière ses épaules, et de l'autre côté, par contre, l'enseignant devrait être aussi capable d'aider le sujet, l'étudiant, à sortir ce qui existe déjà en lui. Ça, c'est une autre école célèbre, le Bauhaus. C'est un des piliers de la culture que nous appelons moderne. Une école d'architecture, mais pas seulement d'architecture. Vous voyez ici les étudiants s'amuser en faisant des pièces de théâtre, des ballets, des expériences figuratives. L'école a eu, au moment de sa fondation, un succès phénoménal, aidé aussi par une sorte de propagande qui se réalisait par la publication des livres qui parlaient d'expériences différentes, relatives aux différentes disciplines qui étaient enseignées au Bauhaus. Donc ici, vous voyez un certain nombre des Bauhaus-Bücher, c'est-à-dire les livres du Bauhaus. Il y en a un seul, à mes yeux, qui se pose la question de la pédagogie. C'est ce petit livre de Paul Klee, intitulé Pädagogische Skizzenbuch, donc c'est un carnet pédagogique. Les architectes, les enseignants du Bauhaus ne se préoccupaient pas tellement de cette question. Et en discutant aujourd'hui avec Nicolas, on a constaté qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles d'architecture dans le monde, dans lesquelles beaucoup d'architectes qui ont une pratique professionnelle enseignent,
et très souvent les questions méthodologiques liées à la pédagogie sont négligées. Bah, ici, ça c'est un diagramme très connu qui présente les disciplines et les différentes matières enseignées au Bauhaus, et vous savez que déjà à l'époque il y avait une polémique parce que vous voyez que l'histoire ne figure pas. Donc rupture par rapport à la triade illustrée par Philibert Delorme qui était déjà présent dans Vitruve. Et ici une photo célèbre qui montre toutes les personnalités, artistes et architectes qui enseignaient à la Bauhaus. Une autre école moins connue qui se développe en parallèle avec le Bauhaus, c'est une école russe soviétique après la Révolution. J'attire votre attention sur le fait, c'est peut-être une remarque politically incorrect, mais ici il n'y a que le professeur, tandis que la photo, une des photos officielles de Vkoutemas montre les professeurs et les étudiants ensemble. Une autre photo de cette école montre les étudiants environnés par leurs maquettes. C'est un environnement de travail que vous connaissez également. Et après, comme d'habitude, comme au Bauhaus, l'enseignement ne se limite pas à l'architecture, il y a aussi une production graphique phénoménale. Et après, je voulais montrer cette image pour souligner le rôle de femmes dans le métier d'architecte, un plaidoyer inutile parce que le public ce soir est presque exclusivement féminin. L'école de Ulm, elle est considérée une espèce de filiation directe du Bauhaus. Là, vous voyez un professeur de Ulm tout à fait particulier, un philosophe qui enseignait l'histoire des sciences. Et ça, en complémentarité avec la pratique des maquettes, la pratique des ateliers, me semble constituer encore aujourd'hui un point fondamental pour la formation ou éducation des architectes. Et ici, vous reconnaissez ce monsieur, c'est Miss van der Rohe, avec ses étudiants à IIT, à Chicago, travaillant sur des maquettes. Ça, c'était un des thèmes que Miss privilégiait, c'était des projets de low-rise high density, donc des maisons sur un étage avec patio, avec jardin. Donc il y a une question fondamentale qu'on peut signifier en vous montrant le portrait de John Dewey, un grand philosophe américain, le porte-parole de ce qu'on appelle le pragmatisme américain. Quelqu'un a attribué à John Dewey ce slogan qui est, pour finir, central dans les écoles d'architecture. Learning by doing signifie qu'on apprend en faisant. Revenons à l'annonce que j'ai trouvée sur le web, l'obligation parfois déstabilisante de réinterroger leur propre pratique. Et pour l'élève, c'est la nécessité de comprendre et puis de s'approprier une démarche. Je vous ai anticipé, j'aimerais vous proposer quelques parallèles entre la musique et l'architecture. C'est un parallèle, une analogie qui est bien justifiée parce qu'il y a plein de mots qu'on utilise pour décrire le processus de conception en architecture et en musique. Vous avez vu, Viollet-le-Duc, par exemple, parle de composition. La composition architecturale, c'est quelque chose qui existe. Et composer, c'est le mot qu'on utilise aussi pour décrire l'acte de production d'une musique par un musicien. On parle de rythme en musique, et le rythme, c'est aussi quelque chose qui appartient à l'architecture.
Je vous parle de cette analogie pour deux raisons. La première, parce que, à plusieurs reprises, je m'interroge sur les modalités d'apprentissage de la musique et de l'architecture. S'il y a parmi vous des musiciens, vous savez très bien que si on ne possède pas une certaine technique au piano, on ne pourra jamais jouer les nocturnes de Chopin, malgré notre amour et malgré notre passion. En architecture, c'est un peu la même chose. On doit posséder le B.A.-ba. Et c'est pour cette raison que j'ai particulièrement apprécié la série d'exercices et les petits projets que vous avez réalisés en première année dans cette école. La deuxième raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que dans la musique, il y a quelques épisodes remarquables qui se réfèrent à la notion de variation. Si vous connaissez un petit peu la musique classique, il y a des variations de différents types, celles qu'on a vues précédemment et celles-ci. Et ça, c'est quelque chose que je présente régulièrement à mes étudiants pour parler de quelque chose qui est encore aujourd'hui un problème central dans la conception architecturale, le rapport, l'équilibre entre répétition et variation. Ici, vous avez reconnu un tableau célèbre de Andy Warhol. On continue à réinterpréter les variations classiques. Et si je vous montre une des dernières interprétations d'un musicien contemporain qui s'appelle Uri Caine. Pourquoi? Parce que parmi d'autres, Uri Caine a produit un CD-ROM avec ses interprétations, avec cette couverture. Cette couverture présente une petite maison qui est tirée d'un livre qui est exemplaire au point de vue pédagogique. Un livre écrit par un architecte que presque sûrement vous ne connaissez pas, Paul Schmitthenner, un architecte alsacien, allemande, qui pendant la guerre avait décidé de expliquer la complexité de l'architecture et de sa construction. Gebaute Form signifie la forme bâtie, en utilisant la méthode des variations qu'on utilise en musique. Bien, entre parenthèses, il y a 2 ans ici à Strasbourg, vous avez eu l'exposition Interferenzen sur l'architecture à la frontière entre France et Allemagne. Et ici, vous voyez un petit livre de Paul Schmitthenner, et là, vous reconnaissez le logo, c'est votre belle cathédrale. Alors ça, c'est le thème. Schmitthenner décide d'utiliser la maison la plus élémentaire, la plus simple que l'on puisse imaginer. Et après, il décline toute une série de variations en essayant de comprendre quelles sont les relations entre les méthodes constructives et la forme, le caractère final de cette architecture. Maison en pierre avec colombage. Vous retrouvez aussi pas mal d'exemples d'architecture et de construction que vous trouvez dans la ville de Strasbourg et dans les régions environnantes. C'est un jeu spectaculaire parce que pour finir, si vous regardez attentivement, vous découvrez que chaque illustration contient une double déclinaison. C'est déjà une variation parce que vous voyez que là, il y a 2 types d'appareillage en pierre différents à droite et à gauche de l'image. Ça, c'est une manière très simple, mais très efficace, pour expliquer quel est le rapport entre la forme et la construction. N'oubliez pas les mots de Perret,
la construction est la langue à travers laquelle l'architecte s'exprime. Dans les variations, écrira Schmitt-Tenner, j'ai essayé de démontrer qu'en changeant les matériaux, on peut obtenir une grande variété. Mesures, rythme et profil restent inaltérés. Ces transformations modifient le son, la chaleur, la froideur, la plénitude, l'essentialité et les couleurs. On obtient ainsi des types apparemment très différents et, en vertu des matériaux utilisés, on pense immédiatement à des paysages aussi différents. Parce que c'est vrai qu'en regardant ces petites maisons élémentaires, on est amené à se déplacer dans le monde et à retrouver des formes typiques qui appartiennent à la culture constructive et architecturale des lieux différents. Dans les transformations successives, par contre, profil, rythme et relief changent selon les conditions historiques ou environnementales, selon la diversité des habitudes et des nécessités. Dans toutes les transformations, le plan reste toujours fondamental en ce qui concerne forme et dimension. Bien là, je vous montre une autre série. Maintenant, on voit une architecture plus riche, plus parlante, plus décorée, mais toujours le système s'applique à la même maison. Variation sur un thème, c'est aussi ce que j'ai vu aujourd'hui en visitant l'exposition qu'il y a à l'étage supérieur, qui illustre les travaux des étudiants de première année. Pour finir, quand on voit cet ensemble magnifique de petits cubes, on peut justement parler de variation sur un thème. Le thème est donné, les dimensions du cube, et après, chaque étudiant constitue, représente, pense et illustre en 3 dimensions sa propre variation. Revenons encore une fois au texte que j'ai trouvé sur la page web. Pour l'élève, c'est la nécessité de comprendre puis de s'approprier une démarche qui lie le sensible et le rationnel. Ça, c'est une question également fondamentale pour notre discipline. Non seulement le projet d'architecture n'existe, le projet en tant que tel n'existe que dans les écoles d'architecture, mais il s'agit aussi d'une pratique dans laquelle vous êtes peut-être de manière inconsciente. Vous êtes confronté à ces relations, parfois dialectiques, parfois des véritables oppositions, entre le sensible et le rationnel. Je vous montre donc cette image que je trouve assez fascinante. C'est tiré d'un traité de Robert Fludd, qui était un physicien mystique du XVIIe siècle, parce que vous voyez qu'ici, l'homme est toujours confronté avec le monde sensible et le monde des images. Plus haut, il y a Dieu, ça nous dépasse, on ne s'occupe pas de ça. On reste dans les 2 sphères les plus proches à notre expérience sensuelle et à l'expérience et à la capacité de produire un imaginaire. Je vous montre une autre image tirée du même traité. Robert Fludd présente cette chose étrange qui a des affinités inattendues avec le 3e œil que Philibert Delorme attribuait au bon architecte. Mais cet œil-là, qui se trouve dans une position étrange, Robert Fludd l'appelle l'œil de l'imagination. La chose fantastique pour l'époque, mais qui est encore très parlante pour nous aujourd'hui, c'est le fait que cet œil n'est pas un récepteur d'images. Il projette des images. L'œil de l'imagination est capable d'extraire de notre cerveau un imaginaire. Et ça, c'est une révolution. Et c'est une opération que vous faites jour après jour, encore une fois, je le répète, peut-être de manière inconsciente. Une autre particularité de l'enseignement du projet, vous la voyez là. Nous, les enseignants, quand nous vous proposons un thème de projet limité, important, complexe, simple, on ne connaît pas la solution. L'architecture, contrairement aux sciences, c'est quelque chose qui s'apprend par la pratique.
On attribue à Gaudi la phrase selon laquelle on apprend la science par des principes et on apprend l'art par des exemples. C'est pour ça que il est vrai que nous apprenons aussi quand nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets. On vous donne un thème. La solution, c'est quoi? La solution, c'est les variations sur le thème que vous réalisez. L'architecture n'est pas une équation. Il n'y a pas qu'une manière de résoudre un problème architectural. Cela est dû au fait que on est confronté avec une série énorme de contraintes, d'éléments dont il faut tenir compte. Essayons de lister les contraintes, les problèmes, les éléments dont il faut tenir compte quand on fait un projet. Maintenant, même si vous êtes encore étudiant, même s'il y en a parmi vous qui découvrent l'architecture parce que vous êtes encore en première année, quand je dis quelles sont les contraintes d'un projet d'architecture, vous pensez à quoi? Il faut tenir compte de quoi quand on fait un projet? La liste sera longue. Dites-moi. Quoi? Le budget. Oh, wow, ça c'est inattendu comme première réponse, mais non, mais c'est très importante et je dirais aujourd'hui même fondamentale. Mais d'habitude, cette réponse arrive après. Donc, le budget. Après? Les usagers. Ça, c'est une sensibilité nouvelle qui s'inscrit peut-être dans cette réponse à tous ceux qui pensent que les architectes s'en fichent des usagers. Après? Le terrain. Donc ça, c'est une donnée concrète, physique. Et après? Basta, seulement 3 choses. Alors, c'est pas si difficile que ça. L'espace. L'espace, c'est quoi? L'espace du bâtiment. Oui, c'est un peu générique, mais oui, c'est vrai. On doit construire un bâtiment, donc on s'occupe de l'espace. Mais sinon, d'autres éléments? Comment il s'inscrit dans le paysage? Son inscription dans le paysage. Les matériaux. L'histoire. La structure, donc matériaux, structure, c'est la construction. L'orientation. Basta. Fini. Mais alors, je le répète, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai essayé de lister une série de contraintes qui n'a pas la prétention d'être exhaustive. Le programme. Le programme, c'est la manière dont nous interprétons des données quantitatives pour les organiser dans un système de relations qu'on appelle la distribution, qui est finalisé à l'efficacité et l'économie. Bon, ça c'est au moins mon point de vue. Et après, le lieu, vous l'avez bien souligné, c'est les caractères topographiques, mais aussi la culture architecturale locale, donc c'est l'histoire. Les éléments naturels, et après, il y a un site, mais il y a aussi une parcelle. Et quand on est confronté avec la parcelle dans laquelle on doit imaginer de projeter un bâtiment, on est confronté avec la géométrie, l'accessibilité, des préexistences s'il y en a, l'orientation, toutes des choses que vous avez déjà mentionnées. Et après, il y a la construction. La construction, c'est les matériaux et la structure, comme vous avez dit, mais aussi l'économie. Il y a une manière économique et particulièrement efficace de
marier matériaux et structures. Il y a aussi les choix expressifs, hein, parce qu'une fois qu'on a décidé quels matériaux on veut utiliser, quelle structure, on peut les assembler de manière différente pour obtenir des expressions différentes. Et après, la physique du bâtiment. La physique du bâtiment, aujourd'hui, est incontournable, hein, parce qu'on a, nous, et surtout vous, les architectes du futur, l'obligation à concevoir des bâtiments pas trop gourmands en énergie. Le rêve serait de construire des bâtiments qui n'ont pas besoin d'énergie pour fonctionner. Donc là, on parle du confort. C'est peut-être la question des usagers. Et le confort, c'est quoi? C'est les équipements, chauffage sanitaire, l'éclairage, l'acoustique, l'isolation, qui est aujourd'hui, dans nos climats, un élément incontournable, et justement l'énergie. Après, il faut aussi tenir compte du cadre légal. Les règlements, les normes, on doit respecter les lois, même si parfois il y a des exceptions. Par exemple, le dernier étage de ce bâtiment. Mais ça, c'était bien fait, parce que l'école en avait besoin. Et après, le caractère. Le caractère, c'est quoi? Ce n'est pas l'espace, c'est la spatialité. La spatialité, c'est la manière d'agencer l'espace pour obtenir un certain effet. La matérialité, ce n'est pas les matériaux, c'est la manière de les assembler pour obtenir un résultat précis. Et après, le langage. L'architecture est un langage. Nos bâtiments peuvent parler différentes langues. Et c'est à nous, peut-être, de choisir. Et après la distribution, et les architectures, parfois, possèdent aussi des aspects symboliques. Tout ça, avec les questions sociologiques, parfois même des questions anthropologiques. Imaginez seulement la difficulté qu'on a aujourd'hui à répondre aux exigences d'une société multiculturelle. Je vois ici que vous projetez des logements en deuxième année. C'est le thème le plus fascinant et le plus difficile. Aujourd'hui, compliqué, pour une raison très simple, parce que non seulement quand on projette des bâtiments de logement, on ne connaît pas les habitants. Donc il n'y a pas le dialogue qu'on a avec un maître d'ouvrage spécifique, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on habite dans une société multiculturelle. Et les usages, les habitudes, les attentes changent selon la culture de provenance des habitants. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que je vous ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. Quel est l'élément clé qui manque dans cette liste des contraintes ou d'éléments avec lesquels on doit dialoguer quand on fait un projet d'architecture? Il y a une chose fondamentale qui manque. Oui, mais l'esthétique, c'est ça, c'est ça. L'esthétique, c'est un mot que j'interdis à mes étudiants. L'esthétique, c'est une branche de la philosophie. Et en architecture, on parle de caractère, on parle de langage. Je préfère éviter des thèmes trop difficiles. Quel est l'élément qui manque? Hein, vous êtes là? Le temps. Il manque toujours le temps pour finir le projet, dans ce sens. Hein. Naturellement, oui, il y a une temporalité individuelle, c'est vraiment, je rigole pas, hein. On est confronté avec un cadre temporel pour réaliser tel ou tel exercice, et en première année, je découvre aussi un exercice court, de 6 heures. On doit, dans un espace de 6 heures, produire quelque chose. Mais après, le temps, c'est la manière de l'architecture de dialoguer avec son temps. Mais je préfère rester sur la première définition, donc c'est notre temps individuel, parce qu'il me semble que ce qui manque dans cette liste, c'est vous. Vous,
avec vos désirs, vos expériences, vos passions, les rêves, les frustrations même, votre inexpérience et aussi les incertitudes. On est des individus. On est censé travailler pour la collectivité, mais on ne peut pas se débarrasser de notre individualité. Et je pense que dans la formation d'un architecte, il y a un travail qui doit être fait par les enseignants. L'autre partie, très importante du travail, c'est à vous de le faire. De trouver le bon équilibre entre ce qui appartient à votre sphère personnelle et ce que vous devez forcément négocier pour que vos passions, vos rêves, vos frustrations et vos incertitudes arrivent quand même à produire un objet qui soit d'utilité publique et collective. Et après, il manque encore un élément qui appartient uniquement à la sphère scolaire, si vous voulez, mais parfois avec un peu d'opportunisme, on pense aussi aux attentes des enseignants. Ça, c'est tout à fait légitime. Ça montre aussi une certaine maturité, je veux dire. J'essaie de comprendre ce que l'enseignant attend de moi. C'est difficile, mais de toute façon, rassurez-vous, Charles Rainey Mackintosh, un grand architecte du début du XXe siècle, a un jour composé cette belle phrase qui dit « Il y a de l'espoir dans les erreurs honnêtes, il n'y en a pas dans la perfection glaciale du styliste parfait. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Si vous êtes là, c'est pour apprendre et, comme on dit, en faisant des erreurs, on apprend mieux. » Dernier chapitre de ma présentation, l'acte de voir. Vous reconnaissez ce monsieur qu'un billet de banque suisse célèbre avec son geste assez typique de soulever les lunettes pour regarder. Ouvre tous les yeux et tout entraîné à ouvrir les yeux. Sais-tu ouvrir les yeux? Les ouvres-tu souvent, toujours bien? Qu'est-ce que tu regardes quand tu marches dans la ville? Cette histoire du regard, de l'œil, revient de manière presque obsessionnelle dans l'histoire de l'architecture. Et Le Corbusier insiste sur ça. Vous avez sûrement eu l'occasion de lire, peut-être seulement feuilleté, Vers une architecture, son livre probablement le plus célèbre, qui insiste sur un problème des yeux qui ne voient pas. Et moi, je considère qu'une partie fondamentale de l'éducation d'un architecte consiste à lui ouvrir les yeux. Encore Le Corbusier, voir, regarder, évaluer par la mesure. Mais il faut d'abord avoir regardé, vu, observé. Alors, on peut dégager des sensations, des perceptions et des idées. Je suis un âne, mais qui a l'œil. Il s'agit de l'œil d'un âne qui a des capacités de sensations. Je suis un âne ayant l'instinct de la proportion. Je suis et je demeure un visuel impénitent. C'est beau quand c'est beau. Regardez encore une fois combien des répétitions autour de l'histoire de regarder l'œil, mesurer, voir. Ça, c'est fondamental. Et pour finir, même si on creuse dans les civilisations antiques, on reconnaît l'importance de l'œil. La culture égyptienne, très souvent, utilise ce symbole qui est plein de signification. Mais aussi plus proche de nous, l'art surréaliste, par exemple, fait de l'œil un sujet de réflexion au niveau figuratif, au niveau cinématographique. Il y a des films, un film célèbre de Louis Buñuel, dans lequel l'œil est protagoniste.
Là, on a un autre artiste de l'avant-garde parisienne qui se confronte à ça. Et après, les jeux toujours mystérieux dans leur simplicité de René Magritte, qui nous propose ici l'œil en tant que faux miroir. Et encore plus proche de nous, l'artiste Rémi Tsawaug, qui a proposé une série de panneaux qui sont tous basés sur la relation entre l'œil, qui est pour finir le trait d'union le plus puissant entre notre individualité et le monde sensible, le monde des images qui nous environnent. Mais moi, je te vois. La question du regard a été explorée d'un point de vue scientifique à partir du XVIIe siècle. Comme on peut le voir ici, comme on peut le voir là, n'oubliez pas, par exemple, que la perspective que certains historiens considèrent comme une des plus grandes révolutions non seulement dans la représentation, mais dans la conception architecturale, est une machine qui est liée au fonctionnement de l'œil. Regardez la beauté de ces planches qui montrent tous les instruments qu'on utilisait à l'époque pour comprendre le fonctionnement du regard. Ça, c'est la partie inférieure de la planche. Moi, je suis toujours attiré par ces figurines, ces petits bonhommes qui circulent dans les traités du XVIIIe siècle et qui regardent. Et leur regard est toujours indiqué par des lignes diagonales. On le retrouve d'ailleurs aussi dans la première édition moderne, disons, de Vitruve, un petit bonhomme qui observe l'univers. On le retrouve aussi dans les traités de perspective. Maîtriser l'acte de voir est, en somme, en ce qui me concerne, l'élément fondamental de l'éducation des architectes. Et c'est aussi l'élément fondamental du projet. Je suis convaincu du fait que ce que l'architecte regarde fait partie du projet. Le premier acte projectuel, c'est la manière dont nous regardons le monde. Et je veux terminer avec cette image. C'est un artiste de l'avant-garde soviétique, El Lissinsky, qui avait aussi des liens très étroits avec l'avant-garde européenne, le Bauhaus et d'autres institutions et revues d'avant-garde. Ça, c'est un autoportrait de El Lissinsky. Je le montre parce que, à mes yeux, ça résume ce que l'architecte devrait être, et ça résume aussi pour nous, les enseignants, un programme d'enseignement. Alors, vous regardez, là, l'arrière-fond, c'est un papier quadrillé, millimétré, donc c'est l'exigence de la mesure et de la règle. Le compas, qui symbolise non seulement la précision, mais aussi dans la tradition maçonnique, l'idée même de construction, mais surtout la main et l'œil qui sont fusionnés dans une seule image. Voir et faire, c'est peut-être la plus grande ambition pour vous et pour nous enseignants, le plus bel objectif de notre travail à l'intérieur des écoles. Merci. Question? Avant les questions, peut-être pour préparer, je voulais juste vous rappeler aux étudiants et pas qu'aux étudiants que les conférences sont filmées et ensuite sont sur le site de l'école
Donc je vous ai vu prendre des notes, c'est toujours important de prendre des notes pour relier la main au regard, etc. Mais vous retrouverez tout ça et vous aurez le temps de compléter vos notes en regardant à nouveau et en vous repassant cette conférence filmée. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou des remarques ? Question, remarque? Rien. Tout était parfaitement clair. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aurais tendance à penser que tout était très clair, assez clair. Je trouve assez complémentaire à effectivement ce qu'on a pu dire et ce qu'on dit dans l'école, dans les enseignements de projet, en tout cas ceux que je connais pour y participer. Je trouve que cette image que je connaissais pas, que je découvre, c'est une merveille. Et effectivement, conclut très bien le propos et je trouve ouvre pour vous qui êtes plutôt au début de vos études vers des choses intéressantes. Donc voilà, si vous n'avez pas de remarques, moi je ne peux que remercier encore Luca Ortelli pour son intervention et son éclairage sur l'enseignement et l'apprentissage du projet. Bien. Oh, une question. Une main qui se lève. Très bien, très bien. Vous avez utilisé la métaphore de la musique. Et je me demandais si, comme en architecture, il y avait aussi, dans l'apprentissage de l'architecture, il y avait aussi une phase qui ressemblait au solfège. Parce que il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas apprendre la musique à cause de cette phase-là. Et est-ce que vous pensez qu'elle est nécessaire en architecture ? Mais je ne sais pas à quoi correspond le solfège en architecture, parce que en musique, on fait des gammes, et on fait le solfège. Le solfège, c'est quoi? C'est la compréhension de la structure musicale et la capacité de reconnaître la structure même. En architecture, moi je pense que les exercices que vous faites ici en première année sont peut-être à mi-chemin entre les gammes et le solfège. Mais comme je ne suis pas musicien, je ne sais pas si ma réponse est correcte. J'arrive à comprendre les gammes qu'on fait au piano. Le solfège, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Ça, c'est pas mal comme question, mais un peu difficile pour moi. Ouais. Vous êtes musicienne? Non. Ce matin, on a eu une discussion presque assez vive de l'équipe d'enseignement de deuxième année sur et à un moment est arrivée l'histoire des gammes, qu'il fallait faire des gammes avant de jouer. Et moi, je dois dire, je l'ai dit autour de la table, peut-être pas assez fort, mais je l'ai dit, je me demande, parfois, je me dis, c'est bien de jouer, et puis après, de faire des gammes, parce qu'à la limite, on comprend mieux après l'intérêt de faire des gammes. Donc, je pense que les deux sont possibles. Et effectivement, la musique, il y a le conservatoire, très classique, où on a des classes, en tout cas, comme ça que je l'ai vécu il y a 40 ans. On fait du solfège et après on fait des gammes et après on accède à un peu de musique et après on joue dans un orchestre. Et c'est une façon de faire qui a produit des grands musiciens, mais on sait aussi très bien qu'il y a des grands musiciens qui se sont passés de ça et qui ont fait la façon inverse. Donc je ne sais pas, c'est une question pour moi qui reste très ouverte. Mais par rapport à ce que tu dis, Nicolas, c'est vrai, il y a des grands musiciens modernes et contemporains. Parce que sinon, ce n'était pas possible, je veux dire. Jusqu'à ce qu'on considère la musique classique, ce n'était pas possible de composer sans connaître le solfège. Mais, alors, pour ceux qui sont capables de devenir musiciens et artistes,
sans passer par là, sans fréquenter une école. On pourrait dire la même chose ici. Moi, je ne sais pas, Le Corbusier, oui, il a fréquenté une école quand il était très très jeune, mais après, il n'a pas eu besoin. Nous avons une obligation différente. Nous devons garantir vis-à-vis de la société d'avoir formé des étudiants et les avoir transformés en architectes. Si parmi vous, il y a un génie qui n'a pas besoin de solfège, c'est sa chance. Nous devons nous confronter avec un autre horizon, je veux dire. On prend de la matière brute, pour ainsi dire, et on l'affine jusqu'à vous faire devenir des architectes. Donc, le solfège, je ne sais pas à quoi il peut correspondre exactement en architecture, mais ça fait partie de la formation. D'autres questions? Oui? Ce n'est pas une question, mais c'est juste pour alimenter le débat sur la musique. Goethe a dit un jour que l'architecture, c'était une musique figée. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment une réponse, mais c'est une manière aussi de relier l'architecture à la musique. Non, mais ça confirme le fait que cette analogie, elle n'est pas... Moi, je l'ai utilisée pour les deux raisons que je vous ai dit. Parler de répétition et différence à travers Andy Warhol, c'est une problématique qui me semble encore centrale aujourd'hui. Je l'ai utilisé aussi parce que grâce à cet interprète Hurricane qui a réinterprété les Diabelli Variation, j'ai pu introduire Paul Schmidt-Tenner qui est presque un citoyen de Strasbourg. Il était de l'autre côté de la frontière, mais c'était un escamotage rhétorique pour vous présenter une approche très pédagogique à l'architecture et à la construction. D'autres questions? Oui? Est-ce que quand vous avez vu, enfin ce que vous venez d'écouter, est-ce que pour vous ça a une quelconque résonance avec ce que, bon, je parle de ceux qui sont en première année ou ceux qui sont passés en première année avec nous, avec ce qu'on essaye de faire en tant qu'enseignant dans le cadre du projet et dans le cadre aussi du travail d'analyse? Je pense qu'on peut raccourcir un petit peu je pense que faire du projet en première année, c'est un petit peu faire des gammes. Et je pense que le travail d'analyse qu'on fait avec vous aussi, sur l'analyse architecturale, c'est aussi un petit peu faire du solfège. Donc c'est bien que vous soyez, vous, acteur de vos gammes et de votre propre solfège. Je veux dire, il y a une réflexion sur la question du projet, du petit projet, de la petite préoccupation architecturale et de la compréhension d'une logique architecturale à travers un projet qui existe. Je pense que c'est un petit peu la réponse qu'on peut vous faire. Mais ça, c'est une définition parfaite. Hein? Non, c'est vrai. Le solfège correspond à l'analyse. Donc, en analysant l'architecture, ce que vous faites en première année, maintenant je connais que le programme de première année, correspond au solfège, c'est-à-dire reconnaître la structure intime et les raisons d'être de l'édifice que vous analysez. Les gammes, c'est le petit cube que vous réalisez dans la deuxième partie du semestre. Oui? Justement, dans beaucoup d'écoles d'architecture en France, ils ne font justement pas ça, ils partent tout de suite en première année dans des projets très techniques, un peu techniques, alors qu'ici, on part vraiment sur des choses primaires. Primaire, pour la première année, c'est pas mal. Il y a une concordance sémantique assez forte. Mais qu'est-ce que vous entendez quand vous dites des projets très techniques? Avoir un exemple, par exemple, avec des toilettes, une salle à manger, 4 personnes, vraiment, c'est comme un vrai projet, en fait. Mais alors, c'est pas mal d'être ici. Et vous l'avez compris, moi je suis plutôt partisan d'une progression dans l'enseignement.
La discipline de l'architecture est par définition cumulative, donc on ne jette rien. Dans les sciences, par exemple, on peut regarder comme curiosité les machines optiques que j'ai montrées. Mais aujourd'hui, l'optique, c'est une autre chose. En architecture, on ne peut pas se permettre de dire, oui, la cathédrale de Strasbourg, oui, c'est bien, mais non, parce qu'on apprend toujours, on cumule. Et cette même cumulation, à mon avis, elle est présente aussi dans un processus de formation. Alors, formation, éducation, vous vous souvenez, j'ai fait la distinction. Moi, je pense que, notamment, le début des études doit s'inspirer d'une formation, c'est-à-dire vraiment une empreinte d'une école, d'une vision sur les étudiants. Le deuxième cycle, que vous appelez licence, master, hein? Ah non, licence, c'est... Alors, la licence, c'est la formation. Le master, c'est l'éducation. Donc, plutôt la maïotique, faire sortir de vous ce que vous avez déjà appris, compris et imaginé. Basta. Bien, merci pour votre attention. Merci encore à Luca Ortelli.